et que j'aimerais bien poser à nos exposants, à nos orateurs de tout à l'heure, justement là-dedans, c'est que les uns et les autres, vous êtes, j'allais dire, des créateurs de données, des acteurs et des éclaireurs de ce côté-là. Alors, j'allais dire, les services interprofessionnels et peut-être Laurent, c'est une question, je ne sais pas si tu es là, c'est parfait, une question aussi qui est beaucoup pour toi. Comment tu vois, c'est un peu pervers, hein, comment tu vois l'appétence ou non, si l'on peut dire, des décideurs entrepreneurs pour globalement ce genre de données. Alors juste, moi je vous donne mon expérience à moi. Alors moi, mes décideurs à moi, c'est plutôt notamment les institutions. Je ne vous réponds pas ici, donc ici même. On en a reçu toute une brochette pour ce qui était, écoutez, maintenant il y a des obligations sur mon espace santé, il y a un certain nombre de choses alors là, en collectif du côté du DU ou des fiches d'entreprise. Quand est-ce que, comme dirait Laurent, on rêve un coup et on arrive ou Benedetto, on arrive à marier tout ça et finalement sur des carrières longitudinales, éventuellement à partir d'archives ou autres, de pouvoir considérer. Donc comment vous sentez, voilà, Benedetto ou voilà, les trois, tous, l'appétence ou la réception, là cette fois-ci on sera dans du déclaratif, on ne sera pas dans du data, hein, des employeurs, quels qu'ils soient, hein, publics ou privés, puisque maintenant, je veux dire, en matière de dossier médical, les employeurs publics, même combat, ils ont exactement le même type de responsabilité. Benedetto, t'as envie de... Oui, Marie, je prends la question perverse. Alors, c'est vrai, et là, on a eu les rappels sur la responsabilité. Qui est responsable du système sont les employeurs. C'est inscrit dans les codes du travail, c'est ça. Et c'est une responsabilité bien identifiée. C'est une responsabilité des moyens, une responsabilité des résultats. Donc, est-ce qu'on va donner à qui est responsable de contrôler les fonctionnements de ces responsabilités? Je prends l'exemple des maladies professionnelles. Après, désolé si j'ouvre des dossiers qui peut-être sont pas prévus, mais si on voit la réalité des statistiques, quelle est la maladie dans les régions générales la plus pressante? C'est la 57, c'est-à-dire les problèmes du membre supérieur de l'épaule. Est-ce que ça réfléchit la réalité? Alors, pour qui travaille dans les terrains, peut-être qu'il va identifier que les tableaux des maladies professionnelles, probablement, ça correspond pas à la réalité des pathologies qui ont un caractère professionnel ou qui ont un lien avec les conditions de travail. Et donc, c'est là qu'on voit que en statistique, on parle des biais statistiques. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire des biais statistiques? On veut les corriger ou, attention à pas trop les instrumentaliser pour après essayer de donner, de maintenir des équilibres. Je prends sur les dossiers médicaux santé au travail. Est-ce qu'il y a vraiment l'intérêt de créer un dossier interopérable? Parce que après, si on regarde un peu l'histoire des dossiers médicaux santé au travail, moi j'ai vu que chaque salarié qui changeait de travail ouvrait un nouveau dossier. Et à la fin de la carrière, il s'est retrouvé avec une dizaine de dossiers, sinon une quinzaine, où la moitié sont stockés dans des zones de stockage, qui sont des papiers qui prennent de la poussière et qui sont difficilement exploitables. Donc, s'il peut, moi je pense qu'aujourd'hui on a les moyens pour pouvoir débloquer tout ça, parce qu'on a plus d'excuses. Une intelligence artificielle, la capacité d'informatiser, et attention, il ne faut pas confondre la digitalisation avec l'informatisation, parce que prendre un dossier, les transformer en PDF, c'est la même chose que les laisser en papier, voilà. La capacité est de rendre visible, utiliser, exploiter la donnée. Donc, tout ça dépend des flux. On a des flux d'entrée. Donc, les flux d'entrée sont les visites qu'on continue à faire. Et là, je vais ouvrir un autre chapitre, c'est les chapitres organisationnels, c'est-à-dire quel est le langage qu'on va utiliser, quels sont les ressources qu'on va utiliser. Alors, Présence, là, il commence à coordonner tout ça pour donner et dire on parle la même langue. Après, il y a l'autre forêt, la forêt de la CIM 10, CIM 11, et tout ça, on va compliquer la vie des gens qui, alors, moi je parle parce que je peux les faire, parce que je fais les visites, j'ai des salariés en face qui sont en difficulté, et moi je dois trouver dans les listes des trésoreros les codes pour pouvoir tracer
et avoir une qualité de saisie qui soit optimale. Mais la qualité va avec la facilité de la saisie. Parce que si on complique la vie aux médecins, ils préfèrent ne pas saisir plutôt que saisir des choses hyper compliquées. Donc, moi, je pense qu'ils vont ensemble. La capacité de faciliter à niveau terrain la saisie, l'harmoniser. Après, il aura toujours l'argument, je pense que Laurent les connaît bien, l'indépendance des techniques des médecins. Il a évoqué la pluridisciplinarité, donc on ne parle pas que des médecins, hein. On a des infirmières qui prennent de plus en plus la place, et heureusement, dans la santé au travail. Et après, on a la question de l'interopérabilité. Là, on l'a traité, c'est-à-dire déjà l'interopérabilité entre services de santé au travail, que déjà ça pourrait déjà, ouvrir, débloquer les systèmes. Et après, il y a l'interopérabilité entre la médecine du travail et la médecine des soins. Je vous rappelle qu'il y a encore une cloison et qui sépare la médecine des soins de la médecine du travail. Ils ont créé un dossier médical partagé qui à la fin, c'est encore une coquille vide parce que moi, j'ai jamais pu nourrir mes données de santé au travail, des données, sauf si c'est les salariés qui participent, et c'est lui les vrais contributeurs pour alimenter les systèmes, parce que s'ils ne donnent pas les informations médicales, nous, on est aveugles. Voilà, ça, c'était un peu mon ressenti. Et je pense que tout ça, on peut les débloquer. Voilà, c'est pour ça que je suis très optimiste et positif. Ça va demander un peu de temps. Ouais. Merci Benedetto. Et on voit encore la foultitude de travail et de lever l'écran. Mais bon, ça progresse. Laurent, de ton côté, alors, la question elle est à la fois pour toi, peut-être pour les secteurs, hein, parce que les secteurs d'activité, Fabrice parlait tout à l'heure, par exemple, des ma caméra, oui, pardon. Fabrice parlait tout à l'heure, par exemple, de la découvreur ou autre. Comment, parce que l'une des questions, encore une fois, c'est que vous tous, et maintenant nous tous, on en voit bien l'utilité. Mais ceux qui peuvent craindre, qui peuvent avoir une appréhension là-dessus, comment est-ce qu'ils en perçoivent, je dirais d'un certain côté, le coût qui est quelque part je m'expose et le bénéfice qui est quelque part je vais quand même justement pouvoir mieux agir et mieux agir pour mon capital humain. Laurent. Ouais, ensuite Pierre-Antoine voudrait dire quelque chose. Alors Fabrice d'abord et Pierre-Antoine après et on reprend la parole à... Oui, bah, écoutez, moi je suis pas très langue de bois, donc comme votre question était perverse, je vais plonger dedans. Non, en réalité, la vérité, elle est jamais binaire, blanche ou noire. Je dirais que des employeurs, quand ils sentent qu'on va pouvoir mettre en évidence des liens avec l'exposition professionnelle, il y a deux aspects. Il y a ceux qui ont compris qu'en réalité, mettre en évidence des liens, c'est aussi permettre de faire de la prévention primaire. Et là, je reviendrai pas sur les données qui sont connues par les CARSAT ou par des tas d'intervenants sur le fait que 1 euro investi en prévention, il n'y a pas de meilleur investissement à moyen et long terme dans l'entreprise. Hein, le ratio entre 1 euro dépensé et le bénéfice qu'en tire l'entreprise à long terme, il est connu maintenant depuis longtemps, il est même plus à démontrer. Donc il y en a qui ont compris ça et qui ne vont pas être trop gênés, mais d'un autre côté, ils savent que si on met en évidence des liens, va pouvoir tomber la demande de maladie professionnelle, l'indemnisation ou la judiciarisation du dossier. Et il faut reconnaître que les employeurs sont un peu pris entre ces deux attirances. Donc certains qui sont plus sensibles à la prévention, peut-être vont facilement nous fournir la donnée qui va permettre de créer ces liens potentiels. Et puis d'autres, peut-être d'ailleurs dans ceux qui sont plus gros, les plus grands groupes, ont une certaine réticence à ce qu'on puisse mettre en évidence des liens. Je le perçois comme ça après une trentaine d'années dans le métier de la prévention. Donc question perverse, réponse franche. Merci Fabrice, parce que c'est effectivement la vraie question. Et on dirait que de façon cynique aussi, j'allais dire que la pression du marché de l'emploi, elle fait bouger les choses. C'est-à-dire que, quand on a, comme dirait l'autre, qu'à se baisser pour ramasser à l'extérieur un salarié potentiel, globalement, voilà. Hein. Mais si on est dans un truc de pénurie, là, ça devient plus compliqué. Monsieur Laurent, et puis après Pierre-Antoine. Oui, ça y est, en récupérant le son et l'image, je partage les propos de Fabrice, bien évidemment. Pour autant, on peut quand même faire le distinguo entre les entreprises d'une grande taille, ce que disait Maître Ledoux aussi, et celles de branche. Il y a un intérêt quand même à structurer sur
sur une partie assurantielle. Donc je sors un tout petit peu du champ en disant qui est intéressé aujourd'hui sur cette exploitation de data avec la technologie. Bon, il y a les praticiens, ce que nos médecins ont parfaitement démontré, les chercheurs, les universitaires, professeur Gouraud, c'est ce que vous aviez aussi indiqué, et puis il y a également la partie de ceux qui assurent le risque. Et il n'y a rien de mieux chez un assureur que de craquer l'aléa moral, c'est-à-dire de faire parler la donnée pour réduire, non pas l'occurrence du risque, mais sa probabilité. Et il y a un acteur qui est rentré de manière très très nette dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, ce sont les acteurs qui gèrent les frais de santé, la prévoyance. Et on voit bien que les risques professionnels génèrent, et c'est un débat qui est maintenant national, sur l'arrêt de travail, l'augmentation des maladies professionnelles, etc. C'est un débat sur lequel peut-être l'ensemble des entreprises, qu'elles soient mutualisées au sein d'une branche ou individualisées sur leurs risques selon la taille, auront un intérêt à faire parler de la donnée de santé, peut-être même pour se prémunir de l'imputabilité qu'on leur oppose aujourd'hui. Et Fabrice le disait bien tout à l'heure, attention, responsabilité, imputabilité, ok, mais c'est souvent un débat d'experts. Et Maître Ledoux, vous le disiez, vous défendez ces dossiers d'une manière ou d'une autre aussi depuis des années et des années. Peut-être aujourd'hui, la donnée de santé va être un élément qu'on va aller rechercher objectivement pour montrer que finalement sa responsabilité n'est pas aussi imputable que ça. Et je pense que ça mettrait pas un peu tout le monde d'accord dessus, dès lors que, en plus, on arrive à chaîner ce qui est de l'ordre, peut-être, je ne sais pas, d'une faiblesse personnelle, d'un accident de la vie privée, d'un accident du travail, d'une maladie pro. Là, aujourd'hui, on ne sait pas. Et c'est là où je dis l'assureur est aveugle. Et dans ce qu'il a assuré auprès de son client, qui est l'entreprise aujourd'hui, eh bien, il y a peut-être un intérêt à aiguillonner un petit peu là-dessus. Donc, au-delà du monde de la recherche et des praticiens, je pense que c'est peut-être cet acteur un petit peu externe qui pourrait remettre sur le tapis l'intérêt à faire parler la data. C'est tout l'intérêt de l'objectivation pour, quelque part, pouvoir trancher les choses. Pierre-Antoine alors, merci beaucoup et merci pour ces débats passionnants. Il y a, je le dis souvent, je pense qu'on est encore très immature par rapport à l'usage de ces données. Les échanges le montrent bien. On a des usages primaires qui sont un peu ce dont vous rêveriez pour pouvoir faire vos métiers de médecin spécialisé en santé au travail auprès des salariés, auprès des employeurs. Et puis, puisqu'on a cité les entrepôts de données de santé, j'ai passé les 10 dernières années en fait à faire fonctionner celui du CHU de Nantes avec plus de 200 projets par an. Cette question des données synthétiques qu'on a amenée aujourd'hui, en fait, elle vient tout en bout de chaîne des nombreuses transformations qui permettent de mettre la donnée en qualité, de la rendre utile. Mais un EDS, c'est pour des usages secondaires, c'est-à-dire des usages que l'on n'avait peut-être pas imaginés au moment ou qui sont en tout cas différents de ceux auquel on pense quand on collecte la donnée. Et quand on la collecte dans le soin, eh bien c'est pour le soin, c'est pas pour faire de l'évaluation du soin, etc. Sa légitimité, parfois même son mode de remboursement, sont bien liés à une intention première. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Et la libérer du risque de flicage des salariés pour être dans la perversion et dans la provocation chère à Anne-Marie, ou bien dans des enseignements en population à l'échelle des branches, à l'échelle des sous-groupes, dont peut-être certains veulent se prémunir, eh bien, je crois qu'en garantissant qu'on ne puisse pas remonter à l'individu ou à l'employeur, eh bien, en fait, on rend service à tout le monde. Et c'est cette relation gagnant-gagnant que les données synthétiques et anonymes bien permettent de faire. Aussi, on a des données donc qui sont plus sensibles du point de vue peut-être de l'imputabilité, mais qui permettent d'avoir un terrain commun de confiance pour pouvoir discuter. Et voilà, je serais puisqu'on est puisqu'il est déjà 19h passé, moi je suis extrêmement preneur d'en faire la démonstration en fait sur un jeu de données que l'on pourrait perturber suffisamment pour qu'il n'y ait plus de risque pour ceux qui ont permis de générer ces données, mais qu'on puisse les partager. Je pense que notre dialogue social, notre capacité à discuter sur des données et pas sur des opinions en sera largement améliorée. Mais merci Pierre-Antoine pour ça. On voit bien ce que sont les mots-clés. Alors, comme je n'ai pas Jean-Luc pour la caméra, si vous voulez venir là ici, parce que comme ça je vous arrête. Voilà, si tu pouvais mettre la caméra sur Michel, ça serait sympa. Pardon. Oui, parce que juste là. Qu'on vous ait. Oui, juste ajouter un mot. D'abord, je crois que Fabrice a bien soulevé, a bien souligné l'injonction paradoxale de l'employeur, qui veut savoir sans vouloir vraiment savoir,
qui est effectivement de plus en plus exposé à des procédures, je pense au projet d'anxiété par exemple, sur les problèmes de polytoxiques ou nocifs. Bon. Mais j'ai vécu moi depuis 30 ans en direct l'affaire de l'amiante. C'est vrai que si à la fin des années 60, début 70, les datas avaient révélé la catastrophe sanitaire qui s'annonçait, puisqu'il a fallu attendre que l'INSERM lance l'alerte au début des années 90, on n'en serait pas là aujourd'hui. Hein. On n'aurait pas attendu 80-91 pour interdire ce matériau. Hein. Et tout ça a coûté très cher, notamment aux entreprises qui ont exposé leurs salariés, parce que vous le savez, les compagnies d'assurance n'assurent pas l'amiante. Hein. Donc les entreprises, et quelques entreprises qui ont exposé massivement, ont payé ça très 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 cher, même en France. Hein. Tout simplement parce que les dommages et intérêts accordés dans le cadre de la faute inexcusable n'ont pas été payés par les compagnies d'assurance. Donc on voit bien que plein de gens auraient fait beaucoup d'économies. D'abord, on aurait probablement limité les dégâts de point de vue sanitaire, et beaucoup d'entreprises auraient gagné de l'argent pour en revenir, parce que c'est quand même le nœud du problème. Hein. C'est aussi, en tous les cas, l'éthique, c'est bien gentil, mais dans les entreprises, les problématiques financières sont évidemment importantes. Hein. Bon, et on voit bien que ces études épidémiologiques, avec le data qui, en temps réel, très rapidement, peuvent souligner des risques émergents et des pathologies, en tout cas sur l'affaire de l'amiante, hein, ça aurait probablement méchamment limité les dégâts, à mon avis. Oui, ce que vous dites est vraiment fondamental, mais, et là on va voir, enfin on voit bien tout le chemin de méthode et de droit d'ailleurs qu'il va y avoir pour différencier, j'allais dire, les impacts et les analyses individuelles, donc globalement sur les personnes, idem en matière de santé pure. Par exemple, ce qui est la question que j'avais posée à les filles dont je parlais, Stéphanie Lassonnière, et qui était sur tel ou tel type de pathologie, pour le coup, typiquement professionnel, donc genre les TMS ou autre. Quand est-ce qu'on fait l'équivalent de jumeaux numériques pour pouvoir justement anticiper et donc prévenir les choses ça, bon. Et puis il y a les traitements de type collectif, et là ce que vous expliquez tous les uns les autres très, très bien, et qui étaient soit sur des segments, soit sur des entreprises, soit sur des métiers, soit sur des tranches d'âge, et qui permettent des choses absolument fantastiques. Donc vraiment merci là-dessus. Est-ce que Sabrine et Caroline sont toujours là, parce que je trouve que ça aurait été bien d'avoir aussi votre les questions perverses aussi pour vous, parce que c'est là cette fois-ci on est dans un lieu clos, hein, c'est peut-être plus facile, et c'est quelque part aussi peut-être plus compliqué encore que l'interentreprise pour ces raisons, j'allais dire, de type politique finalement, de politique interne. Voilà. Comment vous êtes regardés en interne chez vous, mis à part le fait que vous êtes toutes les deux hyper sympathiques et que votre truc sur les autres questions, j'allais dire, tout ce qui est véritablement prévention, soins et qualité d'écoute, c'est génial. Mais sur cette question-là, voilà, de data. Alors nous, on a de la chance qu'on est soutenu par notre mission. Donc on a carte blanche pour faire des études ou pour traiter nos données. Donc on est aidé par la DRCI. La DRCI, c'est en fait la direction de la recherche clinique et l'innovation. Donc c'est une grosse équipe au sein de l'établissement, et ils ne font que publier, travailler avec des biostatisticiens, parce que nous on ne sait pas trop faire. Donc ils nous aident sur toutes nos études. Donc on a 4 personnes référentes pour le son prévention et travail. Donc on a cette chance. Bah écoutez, bravo, c'est bien. On est tous en train d'attendre un peu, j'allais dire, les prochaines étapes, et les prochaines étapes qui vont être, quand est-ce qu'on aura des résultats, par exemple, globalement chez vous, quand est-ce qu'on va pouvoir, ce que vous disiez les uns les autres, mutualiser, faire non seulement de l'interentreprise, mais au moins de la région, et ensuite de l'interrégion. Voilà. Est-ce que je peux demander à mon président, il faut qu'il branche sa caméra, si je peux me permettre, peut-être, parce que là on a dépassé de 13 minutes. Bravo, merci à tous et autres d'être encore là. Ça, vous dire, voilà, c'est bon. On va mettre. Moi, ce que je ressens, c'est que je crois que tout le monde a envie de progresser, mais tout le monde risque de se heurter à « faut pas que ça m'embête ». Ce « faut pas que ça m'embête », il peut exister partout, chez l'employeur, chez l'employé, dans les services de santé au travail. Et nous, notre but au Observatoire de santé, c'est de mettre en communication pour trouver ensemble les meilleurs moyens de progresser plus vite. Sur les data et leur exploitation, il y a un champ nouveau. Il y a des techniques nouvelles, il y a
des efforts à faire, y compris, ça a été dit, bien dit dans notre discussion, sur la captation des données. Il y a des progrès à faire pour aller plus vite qu'on l'a fait, pour dire il faut un identifiant unique. Les services de santé au travail se sont butés, ceux qui voulaient avancer, au fait que la sécurité sociale, ne voulait pas d'identifiant unique. C'est nécessaire pour le progrès. Donc il y a une partie des progrès à faire qui sont comment améliorer le système de captation des données. On a eu une décision bonne qui a dit tous les DMST devront être numériques. J'espère que ça suit et que ça s'est bien fait partout. Et c'est important pour qu'ensuite on puisse faire des études. Et des études qui là aussi peuvent déranger. Mais l'intérêt que tout le monde met à la sécurité santé au travail permet, je crois, d'avancer comme vos exemples montrent. Vous avez apporté des exemples où on voit bien qu'on peut faire des études, on peut faire des études utiles, profitables, et nous, ce que nous souhaitons, c'est que par ces échanges, le champ des initiatives se développe de plus en plus sur un domaine un peu nouveau, qui est l'exploitation massive de données bien récoltées. Voilà, et donc merci à tous pour ce que vous avez apporté chacun dans votre domaine. Oui, merci, un grand merci, on est très content de progresser là-dessus, on va continuer si je peux me permettre. Alors, je ne sais pas si la pauvre Catherine le rappelle, donc ça c'est la prochaine étape, ça va être de mettre en relief aussi d'autres avancées très fortes, et donc à bientôt là-dessus, j'allais dire dans les 2 mois, et moi ce que je voulais vous dire, donc d'abord merci et merci à tous. Grâce à Jean-Loup, on aura le replay et le compte-rendu que je... voilà, lundi, disons le 29 ou plus tard, parce que moi je risque d'être un peu plus à la traîne, parce qu'il faut que je gratte le compte-rendu, même si je suis aidé. Et puis les prochaines étapes, quand même, et ben pour les membres internes du cercle, donc on se retrouve ici même le 8 octobre, mais à l'heure du déjeuner, avec, et merci Michel d'être là sur les enjeux de RPS, de santé mentale, et les nouveaux enjeux qui sont aussi les dimensions juridiques et judiciaires du dialogue social. Et puis un peu plus lointainement, au mois d'octobre, alors finalement toujours sur ces mêmes questions, sur quelqu'un que j'aimerais bien vous faire rencontrer, Michel, et qui est le professeur Luc Brunet, qui va venir, donc qui est un Canadien qui est spécialiste, j'allais dire, des questions de psychologie du travail, d'organisation, et plus particulièrement de management, et de management toxique, donc là qu'on équilibrera par le management positif. On aura, pour ceux qui sont en France, en présentiel, mais il y aura bien sûr des replays, les 14 et 16 octobre, une carte blanche qu'on aura avec lui, avec différents professionnels pour débattre avec lui, et puis toujours sur nos questions d'innovation, donc l'autre truc sur le plan des équipements et des dispositifs d'assistance physique, notre 23e UX Forum d'exosquelettes dans le cadre de Préventica, toujours sur les questions d'anticiper la pénibilité et les vulnérabilités physiques, avec toujours des témoins et des témoins de terrain. Donc on aura un maréchal Ferrand, et puis l'autre je ne sais plus, mais enfin c'est le même genre, et puis une ouverture sur ce que sera l'avenir, c'est-à-dire que dans 2-3 ans, la France étant, comme le Japon et l'autre, atteinte de vieillissement prononcé, pour les emplois de manutention industrielle ou autre, on aura aussi des robots Android, et il y en a un, première mondiale en France, qui est en train de se préparer. Voilà, un grand merci à vous tous, et donc d'être des fidèles de ce côté-là. Merci Benedetto, merci Sabrine et Caroline, Fabrice, Pierre-Antoine, Laurent, qui est-ce qui a disparu que j'ai pas vu là, si Fabrice, et voilà, et Laurent, et Michel, et à vous tous, et donc à tout bientôt pour la suite. Vous avez été géniaux comme d'habitude. Merci et bravo Anne-Marie. Merci, voilà. Merci à vous tous, bonne soirée.